m'appelle Guillaume Bordeaux-Montrieux, je suis chef d'entreprise. J'ai créé, acheté, vendu une bonne vingtaine d'entreprises dans ma vie professionnelle. Je suis actuellement encore, évidemment, chef d'entreprise. On ne se refait pas. Mon métier aujourd'hui, c'est de faire beaucoup de rapprochements entre des acheteurs et des cédants d'entreprises, de PME ou de TPE. Je fais aussi de la médiation, soit entre les entreprises, soit aussi beaucoup entre les associés des entreprises. Et j'interviens, entre autres, avec grand plaisir chez Créactif, parce que j'aime beaucoup l'ADN de Créactif, qui est très concret dans sa démarche d'entreprise et très axé sur la réalisation des réalisations concrètes qui permettent d'avancer dans la création de sa boîte. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour parler du business plan. J'en ai réalisé un certain nombre dans ma vie professionnelle. J'en réalise encore pas mal. Le business plan, c'est un outil assez fondamental dans la création d'entreprise. C'est un outil qui est indispensable quand on cherche des financements. C'est même un outil qui est indispensable pour simplement clarifier son projet, mieux identifier les tenants et aboutissants et être plus à l'aise sur la présentation générale de son projet. Et Dieu sait que, en tant que chef d'entreprise, vous aurez à présenter, parler de votre projet. Vous allez en parler à vos clients, bien sûr. Vous allez en parler à vos fournisseurs, votre bailleur, par exemple, si vous louez un local, votre banquier, évidemment, qui sera votre partenaire, mais toutes les personnes qui seront autour de vous, les futures personnes qui vont travailler avec vous, toutes ces personnes vont devoir avoir une idée précise de projet, de votre vision, de la réalité de votre business. Eh bien, le business plan, on ne va pas montrer un business plan à chacune de ces personnes, mais le business plan vous permet de clarifier et de bien identifier les points forts et les points les plus percutants pour votre entreprise. Alors, notre petite présentation d'aujourd'hui s'articule en quatre points. D'abord, savoir ce que c'est qu'un business plan, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, pourquoi on en fait, voilà. Et puis comment on le rédige, et puis qu'est-ce qu'on met dedans. Voilà, c'est ça ce qui est le plus important, c'est de comprendre ce qu'on met à l'intérieur d'un business plan, comment c'est structuré, à quoi physiquement, à quoi ça ressemble, comment c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'un business plan? Un business plan, c'est un document qui est toujours écrit. Après, à partir de ce business plan, on pourra faire des pitchs, par exemple, des pitchs qui vont être oraux, dans lesquels on va simplement expliquer son entreprise, quelquefois pitcher son entreprise auprès d'investisseurs ou pitcher son entreprise auprès de futurs clients, etc. Mais le business plan lui-même, c'est un document écrit, parce que c'est un document qui va m'aider à réfléchir et qui va m'aider à affiner mon idée. Et ce business plan, il se compose en deux parties. Une partie rédactionnelle et une partie chiffrée. Alors, souvent, les gens pensent business plan en disant business plan, c'est une série de tableaux qui va donner, dans lequel on va avoir les futurs chiffres d'affaires, les résultats, tout ça, etc. Oui, mais vous allez voir que, bien sûr, cette partie-là existe, elle est très importante, mais en termes de volume, en termes de quantité de ce qu'on écrit dans le business plan, ce n'est en fait une petite partie, voire une toute petite partie qui n'est pas la partie la plus essentielle. Sur la partie rédactionnelle, je voudrais dire deux choses. D'abord, on n'écrit pas un roman, donc ce qu'on écrit, ça correspond à notre projet. Donc, la plupart du temps, ce qu'on écrit, ça peut même se chiffrer déjà dans la partie rédactionnelle. Par exemple, si je décris une machine dont j'ai besoin pour réaliser une partie de mon projet, ben, je veux dire, c'est tel type de machine qui m'intéresse, c'est telle machine, neuf, ça vaut tant, d'occasion, ça vaut entre tant et tant.
etc. Donc ça, je vais déjà pouvoir chiffrer tout un certain nombre de choses, un grand nombre de choses, pardon, à l'intérieur de cette partie rédactionnelle. Deuxième chose sur la partie rédactionnelle, quand on dit rédactionnel, ça ne veut pas dire écrit, forcément du texte. Non, c'est du texte illustré, c'est-à-dire de temps en temps, on va faire des graphiques, on va mettre des photos, on va mettre des dessins, on va insérer des plans, etc., etc. On va mettre des choses qui permettent de comprendre comment on s'organise. Donc, on va trouver des choses de ce genre qui vont illustrer, qui vont rendre plus la lecture même plus agréable, parce que on n'a pas envie d'avoir un pavé écrit tout petit et très difficile à lire, qui va être compliqué pour essayer de comprendre votre activité. Le business plan, pensez surtout à l'illustrer. Si vous travaillez dans la mode, bah, montrez des habits, montrez des vêtements. Si vous travaillez dans la restauration, bah, montrez des assiettes ou montrez la figure que pourrait avoir votre restaurant ou l'emplacement de votre restaurant, mettez-le sur un plan, etc., etc. Vous voyez qu'on peut illustrer beaucoup de choses à travers cette partie rédaction. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est évidemment à quoi ça sert un business plan. Et bien, ça sert en tous les cas à deux choses majeures. Alors déjà, à se conformer au fameux projet chinois qui dit qu'on a besoin d'établir une stratégie et d'avoir une feuille de route. Très bien, mais surtout, ça va nous permettre trois choses essentielles. La première chose, c'est ajuster mon projet. La preuve que ça sert à ajuster son projet, c'est qu'entre le moment où vous allez commencer à écrire votre business plan et le moment où vous allez vous dire ça, c'est bon, je peux vraiment, voilà, je me sens solide autour de ça, ben, peut-être que vous aurez 5, 10, 12, 15 versions de votre business plan. Ça, c'est possible. Donc, ça veut dire que ce business plan, il sert quand on le réécrit, quand on l'affine, quand on le retravaille, il sert à mieux exprimer, à mieux cerner le projet que l'on peut avoir. La deuxième chose, c'est consolider l'idée de l'entreprise. Dans le business plan, on balaye tout un tas de choses, tout un tas de sujets sur lesquels on va revenir, et tous ces tas de sujets, ben, ça évite d'oublier des points qui peuvent être absolument fondamentaux et dans lesquels on va se dire, ah ben ça, j'y avais pas pensé. Oui, c'est quand même mieux d'essayer d'anticiper et d'y penser un peu avant. Et puis ensuite, se fournir une feuille de route. Chef d'entreprise, c'est un boulot qui est passionnant. Ça, je ne vais pas me faire dire le contraire. C'est un boulot, en tous les cas, qui, moi, me passionne, mais c'est en même temps un boulot qui permet, dans lequel on a beaucoup de choses à faire en même temps. Et on a du mal à prioriser. Qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de problèmes à traiter ou beaucoup de projets à lancer de manière différente, etc. Ben, voilà, comment je structure tout ça et comment je me permets d'y voir clair et d'y voir clair dans mon quotidien. Souvent, on peut dire que la grande différence entre un salarié et un chef d'entreprise, c'est que le salarié, il subit, quel que soit son niveau d'entreprise, même s'il est grand dirigeant, eh bien, son emploi du temps, l'emploi du temps du salarié, il est fait par l'entreprise dans laquelle il est salarié. C'est l'entreprise qui fabrique son emploi du temps, qui dit réunion lundi pour telle chose, mardi, il faut faire un rapport sur telle chose, ensuite voir un client à telle date, etc. C'est l'entreprise qui gère l'essentiel de votre emploi. Quand vous êtes chef d'entreprise, c'est souvent une difficulté, c'est donc un nouveau mode de fonctionnement ou un mode de fonctionnement différent. C'est vous qui décidez ce que vous devez faire. Qu'est-ce que je fais demain matin? Ben, je fais un peu d'administratif. Ah non, il faut que je fasse du commercial. Ah non, il faut vite que je m'occupe de la production. Il faut que je gère mes stocks. Il faut que je m'occupe des gens avec qui je travaille, des collaborateurs qui sont avec moi, etc. Vous voyez bien que les tâches sont très diverses et c'est très utile d'avoir cette feuille de route pour structurer un minimum ma démarche. Voilà à quoi ça sert un business plan. Un business plan, c'est un outil qui est d'abord pour le créateur d'entreprise.
ça sert aussi à d'autres personnes, mais d'abord, c'est pour vous. C'est pour ça que c'est utile d'en faire un, même si vous n'avez pas besoin de financement extérieur. C'est pas forcément, ça sert pas forcément à ça. Ça sert d'abord pour soi, pour mieux cerner son projet. Voilà, c'est d'abord un outil. Voilà, c'est d'abord un outil de travail pour le créateur, et c'est aussi un outil de communication. C'est aussi un outil qui me permet de parler. Alors, la communication auquel on pense en premier, ben, c'est la banque. Hein, c'est pour chercher des financements. On a besoin d'un business plan pour faire comprendre son projet et pour que les gens puissent adhérer et comprendre le projet, avoir confiance et permettre de financer notre projet. Ça, c'est la réalité du business plan. Mais c'est donc un outil de communication sous cet angle-là. Et encore une fois, c'est un outil pour les personnes avec qui je vais travailler. Quand vous embauchez, par exemple, souvent on va démarrer par un premier stagiaire. Ben, vous embauchez un premier stagiaire, vous avez bien besoin d'expliquer à votre stagiaire ou à la personne avec qui vous allez travailler ben, ce qu'on fait dans cette entreprise. C'est quoi le projet? C'est quoi voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les contraintes? C'est quoi les opportunités, etc. Il faut bien communiquer autour de ça. Il faut bien évidemment communiquer autour des clients et aussi souvent communiquer autour des fournisseurs parce que si je veux avoir un coup de main d'un fournisseur quand je commence à mon entreprise, si je veux qu'il me facilite la tâche, qu'il me mette à disposition quelquefois une machine, qu'il me prête la machine pendant un certain temps ou voilà, eh ben, j'explique ce que je fais. Il faut bien que j'explique quel est mon projet pour que d'autres personnes puissent adhérer à mon projet. Tout à l'heure, Marie nous a parlé de l'effectuation. Dans l'effectuation, il y a une notion qui est très importante, qui sont les partenaires qui sont autour de l'entreprise. Et c'est une notion qui est fondamentale. Le business plan, ça me sert à parler avec. Maintenant, comment on écrit dans un business plan? On écrit, alors voilà quelques conseils, on va passer vite là-dessus. Faut être clair, c'est certain, précis et concis. Essayez de faire des phrases avec un sujet, un verbe, un complément. On n'est pas là pour faire Victor Hugo, on n'est pas là pour écrire des phrases qui font 5 lignes. On écrit des phrases courtes, les plus précises possibles. Ensuite, justifiez vos arguments, ça c'est essentiel. Je ne peux pas dire le marché des vêtements en upcycling va être très important. Je m'en fous. Qu'est-ce que ça veut dire très important? Très important, il faut donner des chiffres et il faut citer ses sources. Toujours très important. Ce n'est pas un chiffre que j'ai sorti de mon chapeau, c'est un vrai chiffre qui vient de quelque part et qui est un chiffre que je peux montrer. D'accord? Et je ne suis pas parti sur n'importe quoi. Être concret et rigoureux, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Rendre la lecture aérée et aisée et aérée. Oui, vous verrez, quand on va parler du nombre de pages, oui, mais ça va vous allez peut-être vous dire, ah, c'est beaucoup de pages. Non, parce que quelquefois, c'est une page où j'ai un croquis, où j'ai, voilà, donc j'aère et je présente le plus professionnellement possible mon business plan. Déjà pour moi, parce qu'encore une fois, ça me permet de voir plus clair. Et puis, vis-à-vis aussi de des personnes avec lesquelles je vais communiquer. Expliquer les termes techniques. Souvent, on rentre dans des termes que personne ne comprend sauf moi. Eh bien, c'est bien d'avoir un petit glossaire à la fin ou au début pour expliquer certains mots quand c'est utile. Être convaincant, je n'ai pas la peine de le dire. S'adapter à son public, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'un business plan, il peut prendre des formes un peu différentes. Il peut même avoir des chiffres un peu différents en fonction de à qui je parle. Voilà. Et puis, mentionner mes points faibles. Bon, de toute façon, les points faibles, il faut montrer qu'on est conscient de ces points faibles quand on en a tous un peu, mais montrer qu'on est à peu près conscient de nos points faibles. Les erreurs qu'on ne peut pas connaître, trop théoriques, oui, il faut que ça soit illustré. Encore une fois, mettez des dessins,
mettez des photos, mettez des plans, etc. Avoir une étude de marché trop légère, on ne va pas revenir là-dessus, mais l'étude de marché, ce qui fait qu'on a une entreprise, c'est qu'on a des clients. Si on ne sait pas où sont ces clients, quelle est la cible, etc., voilà, ça ne peut pas fonctionner. Trop long. On peut avoir un business plan assez long parce que vous verrez que quand on donne beaucoup d'informations, ça peut être assez long. Quand c'est trop long, en clair, quand ça dépasse, pour être tout à fait concret, quand ça dépasse 40 pages, même pour des dossiers qui sont importants, quand ça dépasse 40 pages, le conseil, c'est si vous avez encore des choses qui sont importantes à mettre, que vous jugez importantes, ben, faites des annexes. Voilà, mettez pas tout dans votre business plan. Votre business plan, il doit rester quelque chose de facile à lire. Pensez toujours à la banque, pensez toujours au banquier qui va lire votre business plan et participer à une réunion sur laquelle on participe à l'engagement du financement sur une entreprise. Ben, concrètement, ça se passe comment? Ça se passe dans une grande salle. Vous avez un certain nombre de personnes. La personne qui connaît votre dossier, puis fois, elle n'est même pas là, mais admettons qu'il y a des personnes qui connaissent votre dossier, puis d'autres personnes qui ont découvert votre dossier. Si vous leur proposez des dossiers de 100 pages, c'est un peu fatigant. Donc, voilà, essayez d'être suffisamment concis vis-à-vis de vos clients. Des explications claires, ça, il en faut évidemment. Et puis, un prévisionnel financier réaliste qui s'appuie sur des faits qui sont, encore une fois, concrets. Pas bâclé ni simpliste, mais on aura fini cette petite référence sur ce que c'est que de faire un business plan qui n'est pas simpliste. Attention aux fautes d'orthographe, faites-vous relire, mais faites-vous relire de toute façon, pas que pour les fautes d'orthographe, faites-vous relire parce que avoir un œil extérieur qui lit votre business plan permettra de poser des questions auxquelles vous n'avez pas nécessairement pensé. Et des gens qui vont dire, ben alors, qu'est-ce que tu as voulu dire par là, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire lire, pas le faire lire par 50 personnes, mais. Et puis, une mise en page professionnelle, il y a un truc dans Word qui s'appelle justifier, ben, essayez de justifier vos textes qui soient faciles à lire, mettez pas 5 ou 6 types de caractères sur les pages, sur chaque page, etc. Ayez une présentation relativement sobre et surtout effectivement professionnelle. Bon, ça, c'est tout ce qui entoure le business plan. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dans le business plan? Le business plan, il y a, vous le voyez, il y a 8 parties. On va revenir sur chacune de ces 8 parties. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours ces 8 parties. Et dans les pitchs, par exemple, les pitchs investisseurs que vous ferez, même si ce n'est pas exactement dans cet ordre-là, quelquefois c'est dans un ordre un peu différent, mais vous aurez toujours ces 8 parties-là. Donc ça, c'est vraiment la base du business plan. Il faut qu'il y ait ces 8 parties. C'est ça ce qu'on appelle un business plan complet. Et vous voyez que là-dedans, une des parties, c'est le prévisionnel financier. Et donc, ce n'est pas du tout l'ensemble du business plan qui est le prévisionnel financier. Le prévisionnel financier, c'est une partie, et encore une fois, une des 8 parties du business plan. Et quand je vous donnerai à peu près à titre indicatif le nombre de pages par rubrique, vous verrez que la partie financière, ce n'est pas le plus épais, ce n'est pas nécessairement le plus épais. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on démarre? On démarre par la synthèse. Alors, la synthèse, ça se rédige en dernier, mais c'est quand même bien de l'écrire en premier. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez faire 10-15 versions de votre business plan ou 5-10-15 versions de votre business plan. Vous ferez un peu plus de versions de votre synthèse parce que c'est très difficile à écrire. Vous allez voir que ce qu'on attend de la synthèse, on attend tellement de choses de la synthèse que c'est vraiment difficile à écrire. C'est essentiel. La synthèse, quand vous achetez un bouquin, c'est comme la 4e de couverture. C'est ce qui fait que vous dites, bon, celui-là, je le prends. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est crédible, c'est intéressant, ça va m'intéresser. Et c'est ça ce que ça doit faire, la synthèse. La synthèse, ça doit donner envie.
donner envie à vos interlocuteurs, à vos lecteurs, à ceux avec qui vous parlez, d'avoir envie de vous écouter, envie de travailler avec vous, envie de croire ce que vous dites, etc. C'est très, très important, cette partie synthèse. Parce qu'après, dans la vraie vie, quand on dit parler aux fournisseurs ou parler à un certain nombre de personnes, j'allais dire, la synthèse suffit. Alors, bon sang, qu'est-ce qu'il faut qu'elle soit bien faite? Vous avez vu tout ce qu'on lui demande. On lui demande d'être accrocheuse, on lui demande d'être réaliste, on lui demande d'être aguicheuse, on lui demande d'être… Waouh, on lui demande énormément de choses. Elle est très difficile à écrire, elle doit être punchy, elle doit donner envie, elle doit faire que mon business plan, c'est un document d'une 25 pages. Vite, j'ai envie de passer à la page suivante parce que waouh, ça a l'air super intéressant ce qui se raconte, ou super bien fait. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est pas facile. La synthèse, pour moi, il faut qu'elle soit écrite. On dit en 2 pages maximum. Moi, je pense 1 page, ça suffit. 1 page, ça suffit. Il faut que ça soit bien percutant, 1 page. Et même quelquefois, 1 demi-page, ça suffit. Mais encore une fois, il faut qu'elle donne envie et qu'elle donne envie tout en étant crédible. C'est pas un rêve que je vends, c'est une entreprise. Donc c'est quand même ancré dans le réel. C'est pas un truc imaginaire, c'est un truc réel qu'on entreprend petit à petit et qu'on entreprend dans le concret. Voilà ce que c'est que la partie, cette synthèse. Cette synthèse, elle est très importante à regarder. Elle doit, voilà, encore une fois, elle est très difficile à écrire. Écrivez-la, réécrivez-la, faites-la lire, réécrivez-la, reprochez-vous dessus. Voilà. Elle se rédige en dernier parce qu'au final, elle est peaufinée. C'est le dernier truc qu'on peaufine. Mais en fait, vous pouvez commencer à l'écrire maintenant. Voilà. Mais sachez que, compte tenu de tout ce que vous saurez sur la fin, voilà. Ensuite, c'est les porteurs de projets. Les porteurs de projets, c'est évidemment le person essentiel. C'est la personne grâce à qui l'entreprise va exister. Le porteur de projet, c'est vous. D'accord ? C'est vous. Donc, il faut expliquer qu'est-ce que vous faites là. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour créer une boîte ? Quelle bouche vous a piqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça vous est arrivé, ce truc-là ? Donc, d'où vous venez ? Comment vous est venue l'idée ? Qui vous êtes pour avoir, j'allais dire, la prétention de créer une boîte ? Ben, oui, on a le droit de créer des entreprises, au contraire, et d'apprendre en créant des entreprises. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez la force de créer la boîte ? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'énergie pour faire avancer la boîte ? Ça, il faut que je le trouve dans les aspects du porteur de projet. Si j'ai plusieurs porteurs de projet, j'ai la même chose sur chacun des porteurs de projet. Et en plus, je dois dire qui fait quoi. C'est très important. Dans une équipe, c'est pas tout le monde fait la même chose. Non, non. On a des tâches qui sont un peu réparties ou même très réparties. Qui fait quoi? C'est très important. C'est là. Mais pensez à ça. Écrivez, mais comment l'idée vous est venue? Comment l'idée vous est venue? D'où elle vient cette idée? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez à mettre au service de cette idée? Alors, vous avez à mettre votre énergie, votre bonne volonté, voilà, plein de choses, votre temps, peut-être un peu d'argent, tout ça. Vous avez plein de choses à mettre comme ça, mais vous avez aussi à mettre vos compétences. Et sur les compétences, il ne faut pas dire, ça ne sert à rien de dire je suis bon commercial. Personne ne va dire, vous savez, je suis mauvais commercial. Non, si je dis je suis bon commercial, il faut le prouver. C'est-à-dire qu'il faut noter quelque chose de précis qui montre que je suis bon commercial, je suis bon financier, bon gestionnaire, la même chose. Je dois le prouver. La compétence, ça se prouve. C'est pas un truc dans le vague. C'est pas, on n'assène pas ça comme ça. C'est un peu différent qu'un CV traditionnel. C'est peut-être plus concret, plus précis dans sa démarche. La compétence, c'est évidemment un point qui est très important. Ensuite, je vais parler du projet. C'est le cœur de mon projet, d'accord? Donc, j'ai fait 1 page pour la synthèse, j'ai fait 2 pages pour les acteurs, grosso modo, pour
même moi, si je suis tout seul, c'est bien de développer suffisamment ce que j'ai fait. Encore une fois, j'écris d'une manière aérée, j'écris pas en petits caractères. Voilà. Et parfois, j'ai peut-être même illustré par une image ou par une photo. Donc, je me suis bien présenté. Et là aussi, parce que je reviens juste là-dessus. Pourquoi c'est si important? Parce que quand j'ai confiance dans une entreprise, ça veut dire que j'ai déjà confiance dans le porteur du projet, dans la personne qui crée la boîte. Voilà, c'est clair. Alors, l'offre, ben, c'est essentiel. C'est qu'est-ce que je propose? Ce que je propose, ben, je dois bien expliquer ce que je propose et comment je vais le faire. C'est-à-dire, ben, je sais pas, je veux monter une boulangerie. Très bien, je veux monter une boulangerie. Alors, elle est où? C'est quoi le local? Il faut combien de surface? Est-ce qu'il faut du matériel pour préparer le pain, etc. Peut-être qu'il faut avoir des gens pour vous aider, participer avec vous à cette démarche. Peut-être vous avez des partenaires, c'est-à-dire vous allez avoir qu'est-ce qui va vous fournir la farine, etc., etc. Tout ça, il faut pouvoir expliquer ça. Et il faut le montrer. C'est une partie évidemment centrale dans le produit. Si je résume, si je dis dans le projet idéal, j'ai fait à peu près un projet de plan de business plan qui ferait à peu près 25 pages. Et vous verrez que c'est vite fait d'atteindre les 25 pages. Ben, le produit, c'est 5 pages. Là aussi, je vais mettre des images, je vais illustrer. La machine, je vais la montrer, quitte à faire. Si je l'ai trouvée, ben, je fais une capture d'image, je la mets sur mon PowerPoint, sur mon Word de business plan, et voilà, je la montre. La machine, le logo, ben, je mets un plan. Et puis, si je n'ai pas encore les locaux, si je n'ai pas encore le local, je mets le plan de ce à quoi je pense que ça devrait ressembler. À peu près, disons, je ne sais pas quoi, moi, la cuisine, elle doit être proche de la salle de restaurant. Voilà. Bon, et le stockage, ben, il doit être proche de la cuisine. Voilà. Ça, parce que ben, c'est au moins qu'on sache ces différentes choses. Ensuite, le point, je veux dire, c'est le point dur, c'est le point le plus fondamental, c'est le marché. Le marché, c'est évidemment central. Le marché, c'est tout ce qui représente la réalité et le pourquoi votre projet va marcher. Votre projet va fonctionner parce qu'il a des clients. Et donc, il faut montrer qui sont ces clients, comment vous les appréhendez, combien il peut y en avoir, etc. Ça, essentiel de comprendre quel est le marché global, le marché de la mode est en croissance de 5% par an depuis 5 ans. Ben, voilà. Si vous le savez, il faut le dire. Et il faut évidemment donner votre source. Qui est-ce qui vous a dit ça? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Méfiez-vous de « j'ai trouvé ça sur Facebook ». Voilà. J'ai trouvé ça sur Insta, voilà, c'est bien, mais il faut que ça soit solide et que ça permette à vos interlocuteurs de croire. Et l'approche globale du marché, c'est essentiel. Par exemple, je lance un biscuit pour le petit déjeuner qui va être d'abord faire au petit déjeuner. Ben, déjà, les petits déjeuners en France, c'est tant de personnes qui prennent des petits déjeuners, etc. Tant de personnes qui ne prennent que du thé, que du café et que d'une boisson et rien d'autre, des personnes qui avalent quelque chose, c'est tant de personnes, enfin, etc. Tout ce que je peux avoir comme information précise, de manière globale sur le marché, c'est important. Ça montre aussi ma crédibilité. Ça veut dire que j'ai bossé mon truc, tout simplement. Et que j'ai essayé d'appréhender où j'allais me situer, de quoi je parle, où je vais, etc. Deuxième point, la concurrence. La concurrence, c'est essentiel. L'avantage de la concurrence, c'est que la concurrence, elle, ce que vous voulez faire, elle l'a déjà fait. Vous voulez être boulanger, ben, boulanger, il y en a qui sont à côté de vous, voilà, ils existent. Il faut comprendre déjà qui ils sont.
qu'est-ce qu'ils font, etc. Quel est leur type de clientèle, comment ils sont articulés. Alors là-dedans, vous avez les concurrences directes, ceux qui sont exactement, à qui vous allez prendre un peu de clients ou qui sont susceptibles de vous prendre des prospects. Ça, c'est très important. C'est la concurrence générale. Et la concurrence, ça permet toujours de se rendre compte comment les autres ont fait. Et donc, c'est très important de bien connaître votre concurrence. Pensez que le chef de rayon de Leclerc, il va tous les jours, il va chez Carrefour, il va chez Casino, il va chez Auchan pour vérifier le prix des petits pois, etc. Pendant ce temps-là, le gars de Carrefour, il va chez Leclerc, etc. Et donc, on s'observe tout le temps et on n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans un monde dans lequel il y a d'autres acteurs. La concurrence n'est pas forcément très violente, elle n'est pas forcément très forte, mais il y en a d'autres. C'est très important pour moi de savoir et de comprendre comment il va. La clientèle du marché, c'est faire une description de qui on veut. Je ne vais pas aller tout de suite sur le persona, sur des choses comme ça, sur les gens dont on pense qu'ils peuvent être au début les premiers acheteurs, etc. Là, c'est très important. Et puis, les prestataires qui sont avec moi et interroger les fournisseurs, parce que les fournisseurs, souvent, ils ont beaucoup d'informations sur le marché. Ensuite, je vais décrire ma cible, par où je commence, c'est quoi ma cible, c'est quoi le premier cœur de ma clientèle, à qui je m'adresse en priorité. Ça, c'est la cible. Ça veut dire j'ai segmenté mon marché, à partir de cette segmentation, j'ai choisi vers quel segment j'allais me présenter, etc. Les tarifs, ça coûte tout ça, c'est très important. La gamme de produits, est-ce que je fabrique voilà, dans ma boulangerie, combien je vais mettre de pains différents je vais mettre juste des baguettes et des croissants, ou je vais mettre des pains de chocolat, enfin, bref, comment je vais articuler? C'est quoi ma gamme? C'est quoi ma gamme c'est quoi ma gamme en largeur, c'est quoi ma gamme en profondeur, c'est-à-dire est-ce que j'ai des choses de grand luxe et puis des choses qui sont meilleur marché, plus facile d'accès, etc. C'est une vraie démarche. La zone géographique, il y a des tas de métiers dans lesquels c'est essentiel. Il y a plein d'endroits dans lesquels la zone géographique, c'est essentiel. Même sur Internet, les zones géographiques sont pas neutres parce que ça va dépendre de ce que je vais comme langage, comme type de langage différent, etc. Et puis, l'avantage concurrentiel, c'est qu'est-ce qui fait que c'est moi qui vais, c'est à moi que mes prospects vont acheter. Ça, c'est évidemment essentiel. L'avantage concurrentiel, c'est un truc qui est difficile, mais c'est bien qu'il faut avoir envisagé cette question pour qu'après, on puisse se dire, ouais, bon, ben, voilà, c'est ça, les concurrents, on va me choisir moi parce que je suis meilleur, je réponds mieux aux préoccupations de mes interlocuteurs que mes concurrents. Cette partie-là, c'est la partie la plus importante de mon business plan, la partie de ma proposition commerciale, mon marché, etc. C'est au moins 7 pages. J'ai dit le produit, 5 pages, le marché, 7 pages. Ensuite, je vais avoir la stratégie. La stratégie, c'est assez simple, c'est la question que se posent tous les chefs d'entreprise. Au début, je n'ai pas de clients, j'ai prévu de faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires, j'ai donc prévu à la fin de l'année d'avoir 15 clients. C'est bien, comment je fais pour passer de 0 à 15? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma stratégie? C'est ça ce qu'on explique là-dedans. C'est-à-dire, je m'explique à moi-même, je me dis, bon qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour passer d'aujourd'hui, où je n'ai pas de clients, à dans 6 mois, je vais avoir 300 clients ou 2 clients, peu importe. Mais en tous les cas, qu'est-ce que je fais? Je vais bien faire des choses. Je ne vais pas rester dans mon coin sans rien faire. Donc, je fais des choses. C'est quoi mon plan? C'est quoi mon plan d'action? C'est quoi ma stratégie? Alors ça, c'est expliquer ma stratégie concrète. Comment je fais pour obtenir mes différentes. C'est absolument, bien que c'est essentiel dans mon propos.
Ensuite, j'ai les aspects juridiques. Les aspects juridiques, c'est la réglementation de l'activité. Marine vous en a parlé tout à l'heure, c'est un point très important. Le statut juridique, est-ce que je choisis une micro-entreprise, une SASU, une URL, une SAS, une SA. Bon, très bien. Qu'est-ce que je choisis comme statut? Voilà. Et puis, si j'ai besoin de faire une protection de mon projet, est-ce que j'ai déposé à l'INPI le nom, la marque, c'est pas obligé. Hein. Est-ce que j'ai surtout réservé le nom de domaine de l'entreprise? Ça, pour le coup, c'est assez essentiel. Et puis, si on est plusieurs, est-ce que j'ai fait un pacte d'associés? Je ne suis pas obligé de décrire tout ce que j'ai mis dans le pacte d'associés. Dans tous les cas, le fait que je l'ai fait, c'est absolument essentiel. Je monte une entreprise, même si je fais ça avec ma femme, est-ce que j'ai fait un pacte d'associés voilà, qui évoque les différents sujets. Ça, c'est une page ou 2 pages dans la présentation des choses. La stratégie, c'est 3 pages à peu près. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, je vais passer à la finance. La finance, c'est tout ce que j'ai raconté auparavant. Ça chiffre la clientèle, ça chiffre le nombre, ce que je vais faire pour aller chercher des nouveaux clients, la publicité que je vais engager, les frais commerciaux et marketing que je vais engager, l'achat du matériel, la location du local, tout ça, c'est déjà expliqué auparavant. Et tout ça, ça a besoin d'être chiffré maintenant. Maintenant, je fais des tableaux, puis je chiffre. Je fais 3 tableaux. Je n'ai pas besoin de plus que 3 tableaux, mais ces 3 tableaux, ils sont essentiels. C'est le plan de financement. Le plan de financement, c'est j'ai besoin de 30 000 euros pour commencer. Ben, où sont les 30 000? 30 000, c'est j'apporte 2 000, je vais bénéficier de l'acte, ça va faire tant, je vais faire un emprunt auprès de la banque, ça va faire tant, je vais trouver un investisseur qui va me faire de l'argent. Ben voilà. Ça me permet d'avoir les 30 000 qui me sont nécessaires. Donc, ben voilà. Donc, c'est emploi, voilà ce dont j'ai besoin, et les ressources, voilà ce dont je dispose, faire avancer mon produit. Peut-être que c'est vite, je vais commencer à faire du chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires, ben, il va rentrer dans mes ressources, bien sûr. Donc, c'est un tableau assez simple, c'est un tableau en général qui se fait sur 3 ans, et qui permet de comprendre de quoi j'ai besoin pour monter ma boîte, et comment tout ça va s'équilibrer, et voilà, comment ça va fonctionner. Est-ce que j'ai besoin de faire des emprunts? Est-ce que j'ai besoin de trouver des investisseurs? Est-ce que j'ai besoin de trouver d'autres partenaires? Voilà. Ou qu'est-ce que je peux faire? Il y a aussi une question qui est vraiment très importante. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mes besoins? Finalement, plutôt que d'acheter une machine neuve, je peux peut-être acheter une machine d'occasion. Peut-être que pendant un temps, je peux me faire prêter une machine ou du temps sur une machine. Il y a des tas de possibilités de baisser les besoins. Ensuite, le deuxième tableau que j'ai, c'est le compte de résultats. Le résultat, c'est assez simple. C'est quel chiffre d'affaires je vais faire, quel argent je vais rentrer, et quelles sont mes charges. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois payer tous les mois. C'est assez simple. C'est un peu plus compliqué que ça pour rentrer dans le détail, mais c'est quand même à ça que ça ressemble. C'est en fait tous les efforts que je fais, est-ce que ça fait au final des bénéfices ou est-ce que ça va faire des déficits? Est-ce que je vais gagner de l'argent avec ça ou est-ce que je vais perdre de l'argent? Ça, c'est important. Quelquefois, je peux perdre de l'argent la première année, quelquefois la deuxième année, mais il y a quand même un moment, il va bien falloir que j'en gagne. Autrement, ça ne va pas marcher longtemps. Donc, c'est très important d'avoir cette partie-là. Ça, c'est aussi sur 3 ans et ça me permet de projeter comment les choses vont arriver. Mais vous voyez, par exemple, quand je dis je vais faire 15 000 euros de chiffre d'affaires la première année, et ça, je le sais parce que j'ai fait mon étude de marché tout à l'heure. Vous voyez, et c'est l'étude de marché qui me permet de dire oui, tu peux faire 15 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est donc, en fait, tout ça, c'est je reprends des chiffres que j'ai déjà montrés au cours de tout ce que j'ai écrit auparavant. Voilà. Par exemple, mes charges, ben, je loue un local de tant de mètres carrés, ben, voilà, ça va me coûter tant. Il faut que je fasse des travaux, ben, ça va me coûter tant. Je vais amortir ça sur quelques années ou je suis obligé de payer tout en cash, etc., etc. Donc ça, c'est
tous ces chiffres-là ne sont pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres que j'ai déjà évoqués dans la partie écrite, la partie rédactionnelle que j'avais tout à l'heure. Et puis ensuite, je fais mon plan de trésorerie. Mon plan de trésorerie, donc le plan de financement avec compte de résultat, ça se fait sur 3 ans. Et mon plan de trésorerie, ça se fait sur 1 an. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et mon plan de trésorerie, c'est dire, ça répond à une question très simple. Ça répond à la question que tout chef d'entreprise se pose. Et vous aurez au minimum ce tableau de bord-là, pour suivre le business que vous allez faire dans votre entreprise. Au minimum, ce tableau de bord, c'est combien j'ai en banque. Voilà, combien il y a en banque. La trésorerie, c'est combien il y a en banque. Et évidemment, tout chef d'entreprise se préoccupe de ce sujet, parce que si j'ai pas de trésorerie, si je n'ai pas d'argent en banque, ben, ça veut dire que je ne peux plus vivre. Si je ne peux plus vivre, ben, je meurs. C'est ça, ça veut dire. C'est évidemment fondamental, c'est l'aspect plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, essayez de le faire. Souvent, on essaye de le faire mois par mois, mais quelquefois, c'est encore mieux d'essayer de le faire 15 jours à 15 jours pour essayer de le faire le plus précis possible, parce que c'est très rassurant pour vous d'abord d'avoir un plan de trésorerie qui est le plus précis possible. On sait qu'il va bouger, mais vous voyez, quand vous vous projetez dans le futur de l'entreprise, ben, c'est tellement utile et c'est tellement important d'avoir ça que c'est fondamental. Donc ça, on va dire c'est 3 pages. Voilà, c'est 3 tableaux que je vais montrer. Voilà, ça va être 3 pages. Et puis ensuite, j'ai un dernier point qui est absolument fondamental, qui s'appelle le rétro-planning. Je veux démarrer, en mars 2023, mais en mars 2024, qu'est-ce que je fais d'ici là? C'est quoi mon truc d'ici là? Qu'est-ce que je fais demain matin? Je vous parlais tout à l'heure de la priorité, comment les chefs d'entreprise gèrent leurs priorités. Qu'est-ce que j'ai à faire déjà, et puis maintenant, comment je le fais? Qu'est-ce que je fais pour que tout soit prêt et que les clients affluent et que tout démarre? Comment je structure ma démarche pour que les choses fonctionnent? Ça, c'est un point qui est suffisamment crucial pour que je m'y attache. Ça, c'est au moins 1 page, quelquefois c'est 2 pages, peut-être un peu plus, parce que ça montre tout mon plan de travail, qu'est-ce que j'ai à mettre en œuvre pour que l'entreprise fonctionne. C'est tellement fort de pouvoir dire ça voilà, qu'il faut pouvoir avancer là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire sur le business plan. C'est évidemment une présentation rapide. On pourrait faire des présentations plus précises, évidemment. L'avantage de Créactif, c'est qu'on rentre dans le réel et dans le concret et qu'on arrive à faire ce business plan qui permet de clarifier son idée, clarifier son positionnement, mieux en parler avec tout le monde, avec ses proches, avec sa banque, avec son expert comptable, ou avec ses futurs clients, évidemment, etc. Voilà, c'est ça ce qui fait l'aspect de l'intérêt de ce business plan. Si vous voulez, on peut se faire un petit caout. Allez, on va jouer. Alors, on va vous Alors, demander de vous connecter sur votre téléphone ou d'ouvrir un deuxième onglet sur votre ordinateur pour ne pas nous perdre. Et vous tapez kahoot.it. Voilà, kahoot.it. Et on va... K-H-A-O-O-T. Kahoot.it. On va également vous mettre le lien sur le chat. Et on va vous donner un code PIN. Est-ce que Guillaume, tu peux nous donner le code PIN? Eh bien, on y va. Il est en cours de chargement. Vous le voyez, mon Oui, c'est bon, on voit bien. Alors, 753 852. Donc, vous tapez kahoot.it sur votre téléphone et vous rentrez le code PIN 753 852 et on va jouer tous ensemble. Il suffit de remplir un petit
petit pseudo. Est-ce qu'on peut mettre dans le chat kahoot.it, s'il vous plaît? Allez, on laisse encore quelques secondes. Kahoot.it. Ça va permettre de résumer un peu. J'ai été assez vite dans ma présentation. On va voir si vous avez bien écouté ce que a dit Guillaume. Donc, kahoot.it et le code PIN, c'est 753 852. On vous a mis le lien du Kahoot. Et ça se connecte encore. On va attendre les derniers. Ok, allez, Guillaume, tu peux lancer. Et puis, ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter, vous aurez l'occasion de faire d'autres petits caouts dans l'après-midi sur les autres conférences. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti. Allez, hop. La première question. Alors, plusieurs questions. Le business plan est composé de tableaux financiers, d'un descriptif complet du projet, d'une étude de marché, de votre situation financière personnelle. Plusieurs réponses sont possibles. On vous invite à les cocher. Il vous reste plus que une seconde. Hop, Guillaume, je te laisse expliquer. Alors, en fait, dans un business plan, on doit mettre évidemment des tableaux financiers, c'est la chose auquel on pense plus. Le descriptif complet du projet, qui va comprendre les tableaux financiers, mais qui fait une partie du business plan, et une étude de marché qui est évidemment centrale dans le business plan. La situation financière personnelle, elle est un peu induite dans la présentation. Vous vous souvenez, il y a la présentation des acteurs du projet. Voilà, on peut dire des choses, mais évidemment, ce n'est pas la partie essentielle de notre propos. OK, donc on va voir, je pense que là, on a un petit classement pour savoir là, qui est… Alors, la personne qui est arrivée en tête, qui est un pseudo imprononçable, au moins c'est plus simple, c'est parce qu'elle a répondu le plus vite. La bonne réponse est le plus vite. Allez, voilà, c'est une question de rapidité. On va faire le suivant. La deuxième question. Ah, voilà. Le business plan est utile pour penser son projet et se poser les bonnes questions, demander un financement d'une banque, par exemple, ou pour être certain que le projet va marcher. Il vous reste 3 secondes. Et alors, oui, ça permet de se poser les bonnes questions. Ça permet aussi de demander un financement auprès d'une banque, par exemple, mais aussi auprès d'autres acteurs. Mais malheureusement, le business plan n'est pas devin, et c'est pas parce que mon business plan est formidable que le projet va marcher. On a tous en tête, enfin, moi j'ai en tête un certain nombre de business plans formidables qui malheureusement ne sont pas été forcément suivis d'action. Mais en tous les cas, ça permet de se clarifier son projet et de se poser les bonnes questions et d'obtenir un financement. Voilà. Troisième question. Ah ben là, on a à nouveau notre… là, plus simple. Donc, c'est Amandine qui a pris la tête. Voilà, qui a pris la tête. Formidable. Ensuite, on va prendre l'autre question.
Troisième question, là aussi, question multiple. La partie juridique contient la réglementation du marché, le business model de votre entreprise, la description de la structure juridique choisie pour l'entreprise. OK. Cette partie juridique, elle contient d'abord effectivement la description de la structure juridique choisie par l'entreprise. Ça, c'est pour l'entreprise, ça, c'est essentiel. Et puis, elle contient aussi des contraintes juridiques autour du marché. La réglementation sur le marché pour bien montrer que si vous voulez être coiffeur, vous avez bien conscience de ce qu'il faut faire, de quel diplôme il faut avoir pour être coiffeur. Il faut évidemment un diplôme particulier pour être coiffeur. Le business model, c'est tout à fait autre chose. On n'a pas du tout le temps d'en parler aujourd'hui, ce matin. C'est tout à fait autre chose. C'est différent du business plan. Etc. Ça sert à d'autres, ça a d'autres utilités et d'autres fonctions. On va poser, ah ben voilà, c'est à nouveau Amandine qui est en tête. Ah, bravo Amandine. Bravo Amandine. Voilà, formidable. Et puis, on va poser la dernière question. Et aussi, la partie financière contient un plan de financement initial, un compte de résultat prévisionnel, un plan de trésorerie ou une stratégie d'acquisition client. Bravo, vous êtes très fort. Vous êtes très fort, vous avez très bien répondu. Vous avez très bien répondu, effectivement. Voilà. Il fallait répondre les 3 réponses. Je vous remercie de vos réponses. Ça prouve que j'ai été pas trop imprécis dans ma présentation. Voilà. Il faut un plan de financement initial, un compte de résultat et un plan de trésorerie. Plan de financement et compte de résultat sur 3 ans, plan de trésorerie sur 1 an. Voilà. Alors, on va voir les résultats maintenant. Ah, j'avais oublié les résultats. Et donc, Carrie qui est en 3e position, Emeric en 2e position. Et attention, le numéro 1, eh ben, ça Amandine. reste Amandine. Bravo Amandine, vous avez été très rapide et vous avez bien répondu aux questions. Bravo, vous êtes très fort. Alors, du coup, Guillaume, tu peux te remettre sur la présentation. Me remettre sur la présentation. Ah. Et puis, voilà. C'est le diagnostic projet. Et puis, j'ai d'abord les questions. Alors, en termes de questions, est-ce qu'il existe des solutions gratuites ou peu coûteuses pour réaliser une étude de marché? Ben, il en existe plein, gratuites ou peu coûteuses. Oui, ça dépend de ce à quelle manière, de quelle profondeur on veut aller sur l'étude de marché. L'étude de marché, la seule chose qu'il faut avoir quand même en tête, c'est que ça n'exonère pas le fait de se rapprocher de ses futurs clients. Une étude de marché qui est réussie, je vais vous dire ça sous forme un peu de boutade, c'est que ça débouche sur mes premiers clients. Voilà, ça c'est formidable, ça veut dire que j'ai été en contact avec mes clients. Contact avec mes clients, en général, ça ne coûte pas trop cher. Donc voilà, c'est en tous les cas une partie de l'étude de marché. Alors, j'ai une question de Catherine. J'ai suivi une formation pour devenir coach en ligne. Il nous a été indiqué que ce n'était pas la priorité et que cela était inutile dans cette activité car il n'y avait pas d'investissement, ni de frais de bail, ni de salariés, etc. Quel est ton avis dessus? Eh ben, je comprends comment on te dit ça, Catherine, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect, on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement, etc. Mais le business plan, tu as vu que ça servait à bien d'autres choses, en particulier savoir quel va être, de quoi tu as besoin pour être coach, hein, physiquement, comment tu t'installes, etc., etc. Puis après, même des choses très concrètes. Comment tu vas, c'est quoi ton marché? À qui tu t'adresses en priorité? Comment tu vas atteindre tes premiers clients? Voilà des belles questions. Et puis, c'est quand même intéressant de savoir
d'avoir à peu près un plan d'action, de savoir comment ça va marcher, comment tu penses que ça va marcher dans le futur, qu'est-ce qui va se passer en termes de résultats, parce que coach, c'est aussi un professionnel qui fait du chiffre d'affaires et qui a un résultat d'exploitation et qui gagne ou non de l'argent. Voilà, le compte de résultat prévisionnel, il permet de savoir ça. Et puis, encore une fois, la stratégie d'acquisition de tes clients, etc. Donc, oui, tu n'as pas besoin d'aller voir un banquier pour financer des gros investissements, c'est vrai. Mais oui, tu as besoin d'un business plan pour regarder tout le reste, toute ta stratégie de développement. Quand on est coach, ça ne suffit pas de mettre une plaque devant chez toi pour dire bonjour, je suis coach. C'est pas comme ça que tes clients vont affluer. Alors, on nous a demandé plusieurs fois s'il existait et si c'était possible d'avoir un support, un modèle, en tout cas, de business plan. Et donc, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est on va vous mettre le lien dans le chat de notre boîte à outils où on met à disposition des exemples de business plan. Et sinon, on vous invite également à rentrer en formation chez Créatif puisque vous sortez avec la formation Conduire un projet entrepreneurial. L'objectif, c'est que vraiment vous sortiez avec un business plan qui est complet et qui va vous servir de feuille de route, mais aussi un bon moyen pour aller chercher des financements. Donc, on va vous mettre les liens des business plans, mais aussi du programme de la formation Conduire un projet entrepreneurial, où vous allez travailler notamment en partie sur la réalisation de votre business plan. Est-ce que, Guillaume, tu peux nous donner, tu as des outils ou des ressources pour faire une bonne étude de marché? Une bonne étude de marché, la plupart du temps, quand vous êtes dans un secteur particulier, vous avez soit un syndicat professionnel, soit une chambre professionnelle, etc., qui va vous donner déjà beaucoup d'informations sur l'état du marché. Aujourd'hui, les salons, même en présentiel, sont lancés, ils existent. Et je ne sais pas, si vous voulez vous lancer dans le tourisme, le salon du tourisme, ça existe. Allez arpenter, en préparant votre visite, allez arpenter les allées du salon du tourisme pour comprendre les enjeux, comment ça se passe, etc. etc. Alors après, il y a des outils plus concrets pour faire faire des questionnaires, des choses comme ça, qui sont proposés par Google, etc. Voilà, qui sont gratuits et qui sont faciles à utiliser, sauf que ce qui est moins facile, c'est poser les bonnes questions, les poser dans le bon ordre, savoir comment articuler les choses. Je ne saurais trop, alors là, pour le coup, vous recommander d'avoir une formation sur le sujet parce que c'est trop facile de créer des biais et de poser des questions qui fassent que, eh bien, finalement, on induit la réponse parce qu'on a envie que ça avance et on a envie que ça marche. Donc, on induit la réponse, mais en fait, dans la réalité, la réponse, c'est pas celle-là. Et on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, encore une fois, la réponse, c'est oui. Il y a plein d'outils gratuits, il y a plein de moyens d'avoir des informations sur vos concurrents. Il y a des tas de moyens d'en avoir gratuitement et d'abord d'aller les voir, les rencontrer. Bon, mais il y a des méthodes et tout ça. Ça, j'allais dire, ça s'apprend. C'est pas forcément évident de se dire, ah ben, je sais tout faire dans le domaine. Voilà. C'est ça ma réponse. Alors, est-ce qu'il faut mieux faire sur PowerPoint ou sur Word, son business plan? Ben, au final, ça se présente bien sous un PowerPoint, un business plan, c'est bien, mais peut-être le mieux au départ, c'est de travailler sur Word. C'est peut-être plus facile de travailler sur Word. En fait, peut-être que là, tu fais référence à deux choses, c'est-à-dire que le business plan proprement dit, c'est quand même pas mal de le travailler sur Word parce que on a quand même des choses à écrire, etc. Après, quand on le présente sur un business plan, quand on présente son business plan sur un PowerPoint, c'est qu'on est en train de faire un pitch. Certains d'entre vous ont sûrement entendu parler de ce que c'est qu'un pitch deck. Un pitch deck, c'est le grand mot pour aller présenter à des investisseurs, pour faire des levées de fonds, etc. Pitch deck, voilà, on fait ça sur PowerPoint, traditionnel.
si longtemps que ça existe. Enfin, on fait des pitch decks sur PowerPoint avec pas beaucoup de slides. Vous voyez, là, je vous ai cité le nombre de pages. On arrive à 25-26 pages. Si on fait sur un PowerPoint, on ne va pas faire 25-26 slides. Hein. On va faire 10 slides maximum. Voilà. On n'est pas exactement dans on n'est pas dans le même exercice exactement. Le PowerPoint, c'est un outil pour le pitch. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Existe-t-il des accompagnements humains complets pour créer son business plan et ses tableaux financiers? Guillaume, je te laisse répondre. Ah oui, vous êtes au bon endroit. Et l'avantage encore une fois, moi, ce que j'aime chez Créactif, c'est le côté concret. C'est-à-dire que oui, on l'écrit, on l'écrit et on le fait, son business plan. C'est-à-dire qu'on le fait pas à pas. Voilà, on écrit, puis on avance, on se trompe, on recule, on avance, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, moi, c'est pour ça que j'aime Créactif. Voilà, parce que, en fait, en formation, vous travaillez directement sur votre propre business plan. Le but, c'est que vous avanciez pendant votre formation sur votre projet de création d'entreprise. Donc, on va challenger aussi ce que vous êtes en train d'écrire sur votre business plan. La théorie du business plan, ce qu'on a vu aujourd'hui, presque ça suffit. C'est bon. Là, ça y est, vous êtes au point sur la théorie. Maintenant, ce qui compte, c'est la pratique. Et ce que va faire Créactif, c'est vous accompagner sur la pratique. C'est ça ce qui est intéressant. Voilà. Comment s'y prendre pour obtenir des informations sur nos concurrents? Pas évident de ne pas se faire griller. Alors, n'oubliez pas deux choses. D'abord, vos concurrents, ce sont vos futurs confrères. Pour le moment, vous dites, oh, c'est concurrent, je me bagarre avec eux. Non, c'est aussi vos confrères. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont travailler avec vous, quelquefois qui vont faire de la sous-traitance avec vous, etc. Ça, c'est le premier point. Puis la deuxième chose, pour obtenir des informations, alors il y a des sites pour obtenir des informations sur les concurrents, etc. Bon, très bien, il y a leur site à eux, leur vitrine, etc. Et puis, n'oubliez pas une fable que vous avez sûrement apprise dans vos études et qui est très utile pour travailler, obtenir les informations de la part de ses concurrents, c'est la fable du corbeau et du renard. Quand vous dites à votre concurrent qu'il est très beau, qu'il est formidable, qu'il est extraordinaire, en général, il vous donne un peu d'informations. Quelquefois, beaucoup d'informations. Et c'est très intéressant. Et n'hésitez pas à aller les voir. Comment peut-on faire une étude de marché qui est essentiellement basée en ligne sur un public étranger, formateur en FLE? Alors, là, donc, formateur, elle fait le français et langue étrangère, hein, c'est ça veut dire. Ça veut dire que j'apprends à les étrangers à parler français. D'abord, il y a beaucoup de ces formations-là qui sont très prises en charge par l'État, subventionnées pour que les gens puissent s'intégrer dans un nouveau pays, etc. Puis, il y a d'autres formations qui sont des formations d'ordre privé pour des gens qui vont venir en France pour des raisons, souvent pour des raisons professionnelles. Quand ce sont des raisons professionnelles, ce sont les entreprises qui leur offrent cette formation. Donc, peut-être que, je sais pas, que Ford aux États-Unis offre à ses salariés des formations FLE pour venir, parce qu'ils vont être mutés dans une unité en France, voilà, et donc il faut qu'ils maîtrisent un minimum la langue. Donc votre client là, c'est Ford, voilà, et bon, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre qui est mon client. Et après, voilà, là, on est dans un marché très dispersé dans lequel il faut essayer de trouver des flux, des entreprises qui envoient des gens en France, si c'est ça votre niche. Mais vous voyez, dès qu'on se lance dans une position comme ça, on va rentrer dans la réalité de votre propre business. C'est quoi le business que vous voulez faire? Vous voulez apprendre le français à des gens qui viennent de Syrie ou d'Afrique et qui viennent en France poussés pour des raisons économiques
politique, etc., et leur apprendre le français, parce que certaines catégories de population, donc une partie, un segment de clientèle. Si c'est des cadres qui viennent de grandes entreprises internationales, c'est un autre segment de clientèle. Si c'est des gens qui viennent pour leur retraite, par exemple, les Anglais pendant un moment, mais souvent en France maintenant, c'est moins le cas. Pour passer des retraites, ben, c'est encore un autre type de clientèle. Ben voilà déjà 3 segments de clientèle. Voilà. Et après, on va creuser sur ce segment de clientèle-là. Mais le segment de clientèle, votre choix, il dépend aussi de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, qui vous êtes, etc. Merci. Alors, on va faire la dernière question parce qu'on a déjà 10 minutes de retard. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est un business model et comment le créer? Waouh! Alors, le business model, ça n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler. Le business model, c'est un tableau, un grand tableau qui se fait souvent sur un paperboard, un grand paperboard. C'est 9 cases et ça permet de réfléchir à la conception même de son entreprise. La conception de son entreprise, ça part de ce qu'on appelle la proposition de valeur. Qu'est-ce que mon entreprise, qu'est-ce que mon projet propose comme valeur à ses futurs utilisateurs, clients, etc. Et puis ensuite, bon, il y a 9 cases différentes. Mais là-dedans, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y a une partie qui s'appelle ressources, et en bas à droite, qui s'appelle ressources. Ben, ressources, c'est pas le chiffre d'affaires que je vais faire, c'est comment je vais facturer ma prestation ou sur quel modèle économique je vais aller. Est-ce que je fais des abonnements? Est-ce que je prends un pourcentage? Voilà, c'est ça ce que ça va expliquer, ce genre de choses. Et puis, par exemple, sur la partie charge, par exemple, sur la partie charge, je vais pas avoir un compte de charge comme un compte de charge de mon résultat dont on parlait tout à l'heure, mon compte de résultat. Je vais avoir un truc plus vaste qui va me permettre de savoir, ben, en priorité, il faut que j'investisse sur des gens qui font du développement informatique, ensuite que j'investisse sur des locaux, ensuite sur du marketing, etc., etc. Dites-vous que une boîte comme Blablacar, qui est quand même une chose que nous connaissons tous, et ben Blablacar, avant de trouver son business model actuel, qui est, vous pouvez le regarder sur Google, vous allez trouver son business model actuel. Avant de le trouver, il en a fait 9. Voilà. Donc, avant de trouver le business model actuel, il en a trouvé 9. Donc, le business model, c'est un outil de créativité. C'est un outil qui me permet de réfléchir aux tenants et aboutissants de mon entreprise, etc. C'est un outil qu'on n'utilise pas seul. C'est un outil qu'on utilise avec d'autres qui m'aident à faire avancer à appréhender mieux mon business model, etc. C'est un sujet passionnant, le business model. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le business plan. Mais c'est un outil qui permet d'imaginer ma future entreprise et la manière dont elle est articulée, etc. Voilà, j'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais franchement, quand on rentre là-dedans, c'est particulièrement passionnant pour se clarifier les idées. Merci beaucoup, Guillaume.